C'est reparti donc à l'Élysée où Emmanuel Macron a invité les cadres des forces politiques, je le disais à l'instant, hors RN et LFI, pour essayer de défricher la route lui permettant de nommer un Premier ministre et surtout d'éviter la censure. C'est un petit peu la quadrature du cercle. On va essayer de voir ce qu'en pensent nos débatteurs. Pour l'instant, elle ne risque pas d'être contredite avec Clotilde Brossolet puisqu'elle est toute seule. On peut la contredire. On peut la contredire. Je peux débattre avec moi-même. Voilà, vous pouvez débattre avec vous-même. C'est déjà bien, peut-être le début de la sagesse d'ailleurs. Le chef de l'État, en tout cas, invite à 14h les chefs de parti, présidents de groupes parlementaires de la plupart des forces politiques du pays, dans une même salle du palais présidentiel à se retrouver. Alors, on va voir si cela peut être source d'avancées pour la France, pour le gouvernement, pour l'exécutif et pour Emmanuel Macron qui sort d'une période dont on dit qu'elle était une parenthèse enchantée, celle de la réouverture de Notre-Dame de Paris, Clotilde. Parenthèse qui fut de courte durée. Je pense que, en fait, ce genre de grande réunion, Emmanuel Macron, c'est pas la première fois qu'il le fait. On a déjà eu les rencontres de Saint-Denis, où finalement, Emmanuel Macron a incarné le rôle qu'il préfère, c'est-à-dire celui du monologue. Voilà, comme un peu au moment des grands débats des Gilets jaunes. Donc, pourquoi pas réunir... il peut parler des heures, d'ailleurs. Il a parlé déjà 7 heures de suite. Il est doué, très doué pour ça. Mais donc, il peut très bien réunir tous les partis politiques de l'arc républicain, en ayant exclu dorénavant de l'arc républicain LFI, mais déjà ça signifie qu'il faut qu'il change de position et de posture. S'il veut que quelque chose en sorte, il faut qu'il ne parle pas, il faut qu'il laisse les partis politiques. Après, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de bien artificiel à réunir tous les partis politiques qui, une fois rassemblés à l'Assemblée nationale, empêcheraient une nouvelle motion de censure. En fait, l'objectif n'est pas tant de monter un gouvernement, ce qui est finalement pas si impossible que ça, mais de monter un gouvernement qui ne serait pas susceptible de tomber par une motion de censure. Et je pense que là-dessus, il y a quelque chose de très artificiel. On voit bien que les deux partis politiques les plus puissants du pays sont exclus de cet arc républicain. Alors, on peut déplorer leur attitude populiste, mais ces partis politiques ont véritablement un enracinement dans l'électorat. Et faire fi de ces deux partis politiques, c'est, je pense, continuer à courir après la catastrophe et à continuer à avoir une division totale entre ce qui se passe sur la scène politique et les attentes des Français. Vous voulez dire que rejeter ces deux partis, c'est les renforcer ? Alors, je pense que les rejeter, c'est, à mon avis, complètement les renforcer. LFI n'attend que ça. Et d'ailleurs, LFI a refusé la rencontre avant même qu'elle la main lui soit potentiellement tendue. Le Rassemblement national espérait bien y être. Après, je pense quand même que le Rassemblement national paye là les conséquences du vote de la motion de censure. Voilà. Le Rassemblement... À titre personnel, je pense quand même que la motion de censure par le Rassemblement national la semaine dernière a été une erreur stratégique. Et pourquoi ? Parce que je pense qu'à partir du moment où le Rassemblement national se prétend parti de gouvernement, il s'est remis en position de parti populiste, en fait, dans cette motion de censure. Bien sûr qu'il avait un électeur sur deux qui était d'accord pour cette motion de censure, mais faire tomber le gouvernement, très bien, mais je l'ai déjà dit à cette antenne. Pourquoi faire ? Et pour quel avenir ? Et je pense que il y a une forme de précipitation dans l'attitude de Marine Le Pen et de son staff, qui, à mon avis, lui est préjudiciable, de son équipe. On le voit bien, aujourd'hui, finalement, les électeurs du RN s'interrogent un peu de l'intérêt de cette attitude. Clotilde Brossolet, on espère que la France va trouver une solution, mais en tout cas, le macronisme espère pouvoir élargir sa base. Est-ce que ça, c'est possible ? Mais en fait, c'est l'éternel fantasme du macronisme. C'est d'imaginer qu'il n'y a plus de clivage gauche-droite et que, alors que je pense que les Français sont constitués par ce clivage gauche-droite, espérer de faire un clivage qui serait l'ordre de la raison contre l'ordre des populistes. Mais si on en sortait de ce clivage un peu qui est fatigant, non, au bout du compte, Clotilde Brossolet, gauche-droite, c'est un peu fatigant. Mais non, mais je trouve pas très fatigant. Pourquoi je pense qu'il est structurant. Je pense. Non, évidemment qu'il faut que nous nous opposons en politique. Nous n'avons pas tous les mêmes convictions, donc il y a du débat. C'est le principe même de la démocratie. Et qu'il y ait grosso modo deux grands modèles de société avec des nuances qui s'opposent, ça me semble sain. La difficulté du modèle d'Emmanuel Macron, c'est qu'il oppose le cercle de la raison, donc ceux qui méritent d'être au pouvoir, contre ceux qui ne le méritent pas. Et c'est ça la difficulté, c'est que ceux qui votent pour ceux qui ne sont pas prétendument capables et raisonnables pour gouverner, ces électeurs-là, finalement... ont le sentiment qu'on les exclut encore plus du jeu politique. Est-ce que cet après-midi, cette réunion donc autour d'Emmanuel Macron, sans ni le Rassemblement national ni la France insoumise, c'est pour les électeurs de ces partis-là une forme de mépris, de déni ? Comment vous l'analysez ? Je pense que je suis
c'est d'abord une attitude stratégique, avant d'être une attitude de mépris. Mais je pense que c'est vécu par ces électeurs-là comme une forme de mépris, plus pour les électeurs du Rassemblement national que ceux de LFI, puisque chez LFI, il y a une attitude un peu différente par rapport à ça. Mais ce qui pose aussi la question, c'est que hier soir, j'écoutais les commentateurs, tout le monde parlait de la culture du compromis. Mais est-ce que les électeurs veulent de la culture du compromis ? Je ne crois pas. Et de toute façon, imaginons qu'un gouvernement de ce type-là puisse être mis en place. Il y a 2 grands points de crispation. La question de la réforme des retraites, la question d'une nouvelle loi immigration. Ces 2 lois seraient exclues, évidemment, puisque personne ne se mettrait d'accord là-dessus. Mais qu'est-ce qui va nous rester ? Alors, un budget de compromis, le plus petit dénominateur commun. Et je pense que la France mérite mieux et a besoin de plus. Et sur ces entrefaits, Stéphane Vernet nous a rejoint. Quand vous dites, Lily Brossolet, que les Français ne veulent pas du compromis, qu'en sait-on vraiment ? Il y a aussi beaucoup de gens qui souffrent de la situation actuelle, qui est extrêmement anxiogène, qui donne peu de visibilité sur la manière d'envisager l'avenir du pays, avec quantité d'interrogations. Et cela crée aussi une forme de fatigue et aussi l'agacement et même l'interrogation extrêmement perplexe de nos voisins européens qui savent trouver parfois dans des institutions un petit peu plus de sagesse. Alors je pense que nous n'avons pas du tout la même culture politique que nos pays voisins. Oui, mais à force de dire ça, c'est comme ça qu'on crée une culture. Oui, mais ce sont des... ça change, sûr. Ça. Hein. Mais on voit bien que les grands pays de coalition, de toute façon, ça a mené souvent à l'échec. On le voit en Italie. Hein. Ça n'a pas été des périodes de grandes décisions politiques et d'avancées. En revanche, je pense quand même que quand un électorat est en colère, se sent frustré, il ne cherche pas le compromis. Au contraire, il se radicalise. Mais le moyen de radicaliser, c'est aussi de dire qu'il n'y a pas de culture du compromis. Et ça s'entretient. Mais moi, je crois que la culture du compromis, c'est pas tout. Il y a la culture du débat qui n'existe plus. Et je pense que c'est ça dont les Français recherchent. C'est une véritable culture du débat. Stéphane Vernet, ceux qui seront cet après-midi autour de la table à l'Élysée, ont-ils la capacité de trouver des compromis ? Non, moi je pense pas. Effectivement, c'est un problème de culture du compromis. Et puis c'est surtout qu'un compromis, ça ne se construit pas en 2 heures de réunion. C'est pas possible. Matériellement, c'est impossible. En fait, comment font nos voisins qui ont, eux, la tradition, la culture parlementaire et qui savent comment ça fonctionne depuis des années parce que c'est dans leur ADN et pas dans le nôtre. Et dans les institutions en plus. Et dans leurs institutions. Alors oui, puis voilà. Et puis où vous avez, par exemple, la motion de censure constructive en Allemagne, qui est une notion intéressante. Hein. Par exemple, en Allemagne, vous pouvez déposer un chancelier à une condition et une seule, c'est que les gens qui signent la motion de censure contre le chancelier se soient mis d'accord avant pour proposer quelqu'un d'autre. Donc, ait déjà fait des tractations et trouvé un accord. Nous, c'est quelque chose de totalement inédit, on ne sait pas faire. Est-ce que vous croyez qu'en 1 heure ou 2 heures de réunion, même avec le plus brillant, le plus formidable des présidents, un grand diplomate, très doué, etc., ces gens vont réussir à sortir du bureau en se disant on s'est mis d'accord, etc. Moi, je pense qu'ils peuvent se mettre d'accord, mais sur des choses très, très à minima. Ils peuvent se mettre d'accord sur un gouvernement en CDD qui se dit, voilà, comment on fait pour restaurer un minimum de continuité, de continuum démocratique, avoir un budget, peut-être se mettre d'accord sur 2, 3 ou 3, 4 lois qu'on remettra sur la table. Par exemple, la loi d'orientation agricole, qui est indispensable, qui est très attendue et qui est en panne, ou d'autres choses. Mais ça ne pourrait être qu'à minima en se disant, on se projette à 10 mois, il y aura une nouvelle dissolution en juillet ou août, des élections en septembre, et on essaye de se redégager une nouvelle majorité pour clarifier enfin vraiment la situation. Mais nos voisins, quand ils bâtissent des alliances ou des coalitions, ils mettent 6 mois, 8 mois, 1 an et demi. Et c'est pas le président de la République qui le fait. C'est le ou la chef de gouvernement qui est désigné, qui est appelé c'est le ou la chef de gouvernement qui est choisi. Mais en France, c'est le qui négocie. C'est le rôle du président en France, non, de faire ça. Ben non, le rôle du président, c'est de nommer le Premier ministre. Mais après, normalement, celui-ci construit son gouvernement. Il propose au président, etc. Il y a un échange entre les deux. Mais c'est où est-ce qu'il est écrit que le président doit être à la manœuvre sur tout le temps et pour tout ? En fait, c'est un peu la dérive du quinquennat. C'est-à-dire qu'on a renforcé l'hyper-présidentialisation du régime par le biais du quinquennat. Et qui était déjà le problème de la 5e République. Déjà le problème. Là, on a un alignement, on est censé avoir un alignement total entre les 2 pôles de l'exécutif. Alors que, justement, dans le septennat, il pouvait y avoir un espace de respiration avec ces systèmes de cohabitation. Les présidents n'en voulant plus,
Les premiers ministres sont devenus de simples collaborateurs du président de la République, quel qu'il soit. Ça date pas de Macron, mais c'est plus on avance et plus ça s'est renforcé. Ça remonte surtout à Nicolas Sarkozy. Oui, tout à fait. C'est lui qui a marqué la rupture avec la période antérieure. Et là, comme les ministres seront possiblement de partis très loin du président de la République, est-ce qu'on n'est pas en train de s'en échapper? Je pense à Bruno Retailleau, ou même à d'autres dans le dernier gouvernement, qui sont parfois bien loin des opinions du président de la République. Oui, et puis enfin voilà, si vous imaginez vraiment un gouvernement d'union nationale ou un arc républicain très large, le président de la République a parlé dans son allocution de jeudi d'intérêt général, d'un arc de gouvernement. Donc si ça irait dans l'idéal qui pourrait aller des communistes aux républicains. Or républicain ciotiste, moi je veux bien, mais quel rapport entre Fabien Roussel, Marine Tondelier, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, enfin voilà, je pense que on parle de... Il n'y aura pas besoin de motion de censure pour que le système s'effondre. Au-delà de l'étiquette LFI RN, quel est le critère qui permet de distinguer quelqu'un qui est dans l'arc républicain de quelqu'un qui n'y est pas? Mais en réalité, ils sont tous dans l'arc républicain, excusez-moi, mais à part s'ils n'étaient pas dans l'arc républicain... Ils ne sont pas reçus. Non, alors, ils ne sont pas reçus pour d'autres raisons. C'est-à-dire que, en fait, l'arc républicain, je veux dire, à partir du moment où vous êtes dans un parti anti-républicain, c'est-à-dire qui cherche à faire tomber le régime, je pense que vous ne pouvez pas vous inscrire dans la vie politique standard de ce pays et pas siéger à l'Assemblée, etc. Donc le Rassemblement national est un parti républicain, alors peut-être pas comme les autres, mais la France insoumise, pareil. Voilà, c'est l'extrême droite, l'extrême gauche de l'hémicycle. Mais ça reste des partis qui s'inscrivent dans le jeu républicain. C'est pas des gens dont le projet est d'enverser la République. Des fois, on peut se poser la question pour la France insoumise, mais bon. Ils devraient être reçus ce soir, selon vous, à l'Élysée, même s'ils non. Alors pourquoi ils sont pas reçus? D'abord, le Rassemblement national a fait la preuve qu'en fait, il ne voulait pas que ça tienne. Je suis quand même désolé, mais on va reprendre l'histoire. Michel Barnier, il est nommé pourquoi? Il est nommé parce que le président a essayé toute une liste de noms. Où à chaque fois on lui dit ah non celui-là, alors soit c'est la gauche qui dit nous on censure, soit c'est la droite qui dit nous on censure, et en fait on se retrouve avec un Michel Barnier parce que il fait consensus, parce que il y a une espèce de neutralité affichée, alors qui est pas contractuelle, mais le Rassemblement national laisse entendre que si c'est Michel Barnier qui a les clés du camion, il sera pas censuré. Et la priorité des priorités pour le président de la République, c'est d'avoir un budget. Pour qu'il n'y ait pas de crash sur les marchés, dans l'économie, etc. Et le résultat de ça, c'est quoi? C'est que, un, on n'a plus de Michel Barnier, et deux, on n'a pas de budget. Donc en fait, l'échec est total, il est manifeste. Et je pense que la démonstration a été faite qu'il n'était pas possible d'avoir... on est dans une configuration où on ne peut pas, aujourd'hui, avoir confiance dans le Rassemblement national. Vous ne pouvez rien construire avec le Rassemblement national. Le Rassemblement national a très clairement fait la preuve, la démonstration, il était absolument pas fiable dans cette optique. Donc, c'est pas la peine de perdre son temps à discuter avec le Rassemblement national. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Si vous repartez sur le même schéma, rien ne dit que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, au moment où il faudra absolument se doter d'un budget, on se retrouve pas dans la même situation de censure, etc. Et là, je peux vous dire que les conséquences, ce sera pas la même limonade, parce que tout le monde a crié en disant attention, c'est dangereux, etc. Je veux dire, il y a moyen de limiter la casse. S'il y a la loi de finances spéciale qui est adoptée d'ici la fin de l'année et un nouveau budget en début d'année prochaine, la casse peut être limitée. Si on repart dans une séquence où les gouvernements tombent à chaque fois et qu'on n'a pas de budget et qu'on a aucune ligne directrice pour ce pays, ça va potentiellement très mal se passer. Donc voilà, faut trouver une solution. Donc l'issue se fait par la gauche en fait, parce que s'il n'y a pas d'espoir du côté de la droite... L'idée c'est aussi d'effriter le bloc, le nouveau Front Populaire, en récupérant les PS. Et les filles, la France insoumise dit nous on veut pas y aller, ça nous intéresse pas. La seule chose que la France insoumise veut, c'est le chaos, c'est la destitution ou la démission d'Emmanuel Macron. Bon, à partir de là, c'est peut-être pas la peine de perdre son temps non plus à négocier, de construire quelque chose avec eux. Si on suit le raisonnement, ça veut dire que le seul moyen pour que la France ait un gouvernement qui tienne un peu plus que 3 mois, c'est que tous les partis qui seront reçus ce soir par Emmanuel Macron se mettent d'accord. Mais est-ce possible? La question, c'est se mettre d'accord sur quoi? Et le problème, c'est qu'on n'arrête pas sur un budget, par exemple. Non, mais regardez, le problème, c'est qu'on n'arrête pas de se dire on va se mettre d'accord sur qui? Et le qui, on s'en fout. En fait, la vraie question, c'est sur quoi on se met d'accord. Et moi, je pense que la vraie solution de raison et le compromis qu'on peut bâtir là au moment où on se parle, c'est de trouver des hommes et des femmes politiques raisonnables
qui se disent « Ok, on est dans une situation compliquée, il faut qu'on rassure, il faut qu'on remette les choses d'équerre, il faut qu'on réussisse à trouver un accord à minima autour d'un budget pour qu'il n'y ait pas d'effondrement financier, surtout économique et social dans ce pays. Et puis, il y a une clause de revoyure en septembre prochain, on refait les élections. Et un des éléments, un des points clés qui pourrait permettre de débloquer tout ça, c'est dans le package, ce qui peut être voté ou négocié, c'est la proportionnelle, l'introduction d'un scrutin proportionnel qui pourrait être de nature à faire en sorte qu'on n'ait pas la même assemblée au bout de 10 mois, parce qu'on peut aussi très bien dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale et se retrouver avec trois blocs. L'émiettement de l'électorat fait que la dissolution, même si elle arrive dans quelques mois, n'est peut-être certainement pas une solution. En fait. Oui, normalement, la proportionnelle favorise l'émiettement. Exactement. La proportionnelle pourrait déjà mettre un peu ça dépend quelle proportionnelle vous mettez en place. Donc voilà, je pense quelle dose de proportionnelle, si on met pas une proportionnelle totale. Vous pouvez très bien imaginer une proportionnelle intégrale avec une prime majoritaire. Là, il n'y a pas de problème. Vous réglez votre problème d'absence de. Vous avez une majorité, ça c'est sûr. Par contre, le système fait qu'il y a une disproportion pour le coup qui est énorme. C'est ce qu'on fait pour les municipales, par exemple. Il suffit d'avoir une voix de plus que ses adversaires et vous avez une majorité qui vous est assurée au sein du Conseil. Ça, je pense que ce serait très exagéré. Mais par contre, il y a les proportionnelles départementales, régionales, des scrutins de liste. On peut réfléchir aux méthodes. Clotilde Brossolet, Stéphane Vernet, la suite du débat du jour. On évoquera après les informations la cause syrienne. Faut-il renvoyer les réfugiés en Syrie libérée ? Les guerres et les crises économiques génèrent une urgence humanitaire au Moyen-Orient. Les hôpitaux et les écoles sont en danger. Pour reconstruire, soigner, éduquer, aidons les chrétiens d'Orient dans leur mission au service de tous. Les crises se multiplient, avec vous, nos forces aussi. Faites un don à l'œuvre d'Orient sur œuvre-orient.fr. N'aie pas peur, je suis la Sainte Vierge Marie de Guadalupe. Elle vient pour apporter aux hommes un don immense, Jésus-Christ. Guadalupe, un film exceptionnel sur la Vierge Marie et les miracles de son apparition au Mexique. Il n'y a pas de femme au monde qui ait plus de représentation que la bienheureuse Vierge Marie. Par les réalisateurs de Cœur de Père et Cœur Brûlant. Guadalupe, actuellement au cinéma. Le pianiste Jean-Nicolas Diatkin donne un unique récital à Paris, salle Gaveau, le 16 décembre prochain. Au programme, les œuvres inoubliables de Bach, Schubert, ainsi que la célèbre sonate Waldstein de Beethoven. Un moment musical d'exception. Pour réserver, 01 49 53 05 07 ou www.salgavo.com. Jean-Nicolas Diatkin, le 16 décembre, salle Gaveau, un concert avec Radio Notre-Dame. Il est 9h30, le retour de l'information, c'est avec vous Cécile Mérieux. Bonjour Cécile. Bonjour Pierruc, bonjour à tous. En Syrie se pose la question de l'après Bachar al-Assad. Au lendemain de son entrée à Damas, le groupe islamiste radical Hayat Tahrir al-Sam, dit HTS, déclare maintenir la sécurité à Damas. Le chef islamiste des rebelles, Abu Mohammad al-Jolani, lance les discussions sur le transfert du pouvoir. Il a discuté avec l'ex-premier ministre. Le Parlement et le parti basse de l'ancien président Assad ont apporté leur soutien à la transition. Les Occidentaux restent prudents face à ces insurgés qui contrôlent la plus grande partie du pays. HTS est l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda. Il figure sur la liste noire des organisations terroristes des États-Unis, mais il affirme avoir rompu avec le djihadisme. Sitôt le dictateur Bachar el-Assad renversé, le débat sur l'accueil des réfugiés syriens a ressurgi en Europe. Plusieurs pays, dont l'Allemagne, annoncent un gel des procédures de demande d'asile pour les exilés syriens. L'Autriche a dit préparer leur expulsion. Sommet des ministres de l'Intérieur du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la France, des Pays-Bas et de la Belgique, aujourd'hui à Londres. Ils se concertent pour accroître leur coopération dans la lutte contre les réseaux criminels liés à l'immigration illégale en Europe. Au Soudan, plus de 100 personnes ont été tuées et plusieurs centaines d'autres blessées dans une frappe aérienne menée par l'armée hier sur un marché dans le Darfour Nord. Énième atrocité depuis le début, il y a 20 ans, de la guerre au Soudan entre l'armée régulière et les paramilitaires des forces de soutien rapide.
Tandis que la France se cherche un nouveau gouvernement, les affaires doivent se poursuivre. La loi spéciale pour permettre à l'appareil d'État de fonctionner en l'absence de budget est prête. Elle sera présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. Emmanuel Macron l'avait annoncé lors de son allocution le 5 décembre. Prévue à la mi-décembre, elle permet d'appliquer en 2025 les choix budgétaires de 2024 et ainsi assurer la continuité des services publics et de la vie du pays. Enfin, raison de plus pour ne pas attraper froid, 8 médicaments contre le rhume sont désormais accessibles seulement sur ordonnance, enfin à partir de demain. Une décision des autorités sanitaires prise à cause de leur dangerosité potentielle. Ces médicaments peuvent entraîner des effets secondaires graves comme des risques d'infarctus ou d'AVC, même chez les sujets en bonne santé. Merci beaucoup Cécile Merrion. On vous retrouve à 10h avec Melchior Gormand et Stéphane Gallet dans Je pense donc j'agis, qui sera d'ailleurs consacré à l'actualité écologique. 9h32 sur RCF et Radio Notre-Dame. Nous sommes toujours avec Clotilde Brosselet, éditrice et essayiste, et Stéphane Vernet, directeur de la rédaction de Paris du quotidien Ouest France. Et on va refaire un bout de politique, si vous le voulez bien, puisque justement nous sommes partis sur notre lancée. Est-ce qu'aujourd'hui, la proportionnelle, on était avec vous, Stéphane Vernet, pour dire qu'en fait, il y avait des agendas politiques entre les municipales de 2026, aussi 2027, par exemple, quand Jordan Bardella dit qu'il voudrait installer le match RN-LFI en 2027, qu'il ne s'y prendrait pas autrement, le fait de pas de recevoir LFI ni le RN, est-ce que ça c'est juste pour 2027? Et puis 2026, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, un des points clés, en fait, par rapport à ce qui est en train de se jouer, c'est-à-dire que si vous voulez constituer un arc pour créer un gouvernement d'intérêt général tel que moi je le comprends dans ce qu'a pu dire le président de la République, l'idée c'est d'embarquer ce qu'on appelle les sociodémocrates et en fait d'aller des socialistes aux républicains en prenant l'ensemble du centre. Vous pouvez même élargir aux écologistes et aux communistes. Donc c'est ce qu'il essaye, c'est ce que le président de la République essaye de faire en rencontrant tout ce petit monde cet après-midi. Ça peut marcher à la condition qu'il y ait à un moment une dissociation avec la France insoumise dont les positions sont très claires. Je l'ai déjà dit, c'est la démission du président de la République, rien que la démission et rien d'autre. Donc en fait, cette problématique-là, c'est que vous pouvez obtenir ce décrochage ou l'avoir si vous permettez notamment aux socialistes de quitter l'emprise de la France insoumise. Et cette emprise, elle est très forte parce que s'il y a dissociation ou si la rupture est consommée, ils sont déjà allés très loin en la matière, mais si elle est totale, vous avez un levier de la France insoumise qui consiste à dire, puisque vous n'êtes plus avec nous, puisque vous êtes contre nous, aux prochaines législatives, quand il y aura dissolution, on présentera des candidats contre vous dans chaque circonscription et on vous fera perdre. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être... C'est une hypothèque qui pèse énormément sur les socialistes, qui peut être levée si vous changez le mode de scrutin et que vous passez à la proportionnelle. Donc ça, c'est intéressant. Mais cette hypothèque-là, la proportionnelle ne la lève pas pour les élections suivantes, qui sont celles de 2026, les municipales. Et vous avez quand même un certain nombre de grandes villes en France qui sont tenues par des coalitions PS, écologistes, LFI. Et si LFI, en fait, joue sa propre partition... c'est pareil, si vous voulez, ce sera ni le PS, ni les Verts, ni LFI qui gagneront, mais c'est une capacité de nuisance qui est assez phénoménale. Vous pouvez provoquer la perte d'un certain nombre de villes par la gauche aux élections municipales de 2026. Maintenant, la gauche aussi, cette faculté de s'entendre, de jouer collectif et de regarder son programme avec une certaine distance pour d'abord gagner. Par le passé, elle a su faire la gauche plurielle, et puis après, et la NUPES, c'est entre union et division. La NUPES, le nouveau Front populaire, oui, démonstration a été faite que la gauche était capable de s'entendre. Il reste dans l'idée que de toute façon, pour 2027, puisque vous parliez de 2027, il faut une candidature unique à gauche. S'il n'y a pas de candidature unique à gauche, il n'y a aucune chance pour la gauche de gagner quoi que ce soit. Mais la question, c'est une candidature unique à gauche autour de qui, et surtout de quel programme et de quelle ligne. Et ça, pour l'instant, on est en plein match là. Pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon pense qu'il est la seule personne à gauche qui pourra aimanter les élections. Et le reste de la gauche ne veut pas de lui. Mais tous les partis politiques ont bien les municipales en tête. Moi, je le vois, j'organise là une formation pour les candidats aux municipales. Ceux qui sont dans les partis ont déjà les municipales en tête. Ceux qui ne le sont pas se disent que c'est dans des mois et des mois. Ce qui est faux. En fait, pour les partis politiques, les municipales sont extrêmement importantes parce qu'elles permettent un ancrage local. Donc, ça veut dire qu'elles des municipales découlent aussi les présidentielles. Les 500 signatures
On a vu la difficulté chez de nombreux candidats à avoir leur signature, leur parrainage. Donc là, ça joue. L'ancrage local aussi, c'est du militant. Donc c'est une capacité à labourer le terrain en vue des présidentielles. Donc on sait que les législatives, derrière, c'est la question du financement des partis qui est en jeu. Les municipales, c'est aussi la capacité à faire une bonne campagne des présidentielles. Et les partis sont déjà, mais tous alignés dans cette optique. Donc il ne faut pas l'oublier. Capitale, les municipales. Vous voulez encore partager un point de politique où on passe... En fait, ça n'est pas tellement éloigné comme sujet, parce que quand on sait que le président Bachar el-Assad chassé du pouvoir quelques jours après, eh bien, le débat sur l'accueil des réfugiés syriens a ressurgi en Europe. Plusieurs pays, dont l'Allemagne, se posent la question, enfin annoncent des gels de procédures de demande d'asile pour les exilés de ce pays, sachant que le nouveau maître de la Syrie dit aux Syriens de rentrer en Syrie, dans la Syrie libérée. Donc on voit comment actualité internationale et problématiques européennes locales liées à l'immigration se posent et entrent aussi dans notre débat et représentent un des éléments de la discussion. Clotilde Brossolet et Stéphane Vernet, la question qui se pose, c'est que doit-on dire à ces réfugiés syriens ou à ceux qui font des demandes d'asile aujourd'hui ? Je commence. Alors, la question qui se pose, c'est que, en fait, il reste le précédent de 2015. Je vous rappelle que 2015, la grande crise migratoire en Europe, c'est un afflux massif de réfugiés, essentiellement syriens. Pourquoi 2015 ? Parce qu'en fait, le conflit il a commencé en 2011. 2013, vous avez le massacre de la Ghouta, Bachar el-Assad qui utilise les gaz sur sa propre population, etc. Avec les Américains, les Français et d'autres nations qui avaient dit ça c'est la ligne rouge, s'il le fait on interviendra. Obama qui se dégonfle en disant bah non finalement j'ai changé d'avis, ça m'intéresse plus, et du coup personne n'y va. Personne n'y va. Le résultat de ça, c'est quoi ? C'est que Vladimir Poutine se dit ah bah c'est bon, il n'y a plus de gendarmes du monde, je peux faire ce que je veux. De toute façon, les Occidentaux n'ont plus aucun courage, ils sont plus là. Et donc l'année d'après, vous avez l'invasion de la Crimée. Il faut remettre les choses en place. Et 2015, l'implication c'était fin septembre 2015, les Russes installent des bases militaires et commencent à agir militairement en Syrie. Et c'est à partir de là que vous avez un exode massif où les Syriens se disent la partie est pliée, on n'arrivera pas à renverser ce régime. Et vous avez l'afflux massif de réfugiés qui est facilité par la Turquie, etc. Enfin, bon, je ne veux pas refaire toute l'histoire, mais il s'est vraiment passé quelque chose d'essentiel, d'assez traumatisant en fait en Europe à ce moment-là. L'Allemagne ne s'en est toujours pas remise. Ça a aussi conditionné l'évolution du paysage politique chez nos voisins. Ça a été compliqué. Et donc que la situation évoluant aujourd'hui, on se repose la question. Je pense que c'est pas illégitime. Il va falloir faire. Enfin, cette question mérite d'être posée. Ceci étant dit, on peut aussi assister à un mouvement inverse. C'est-à-dire que vous avez énormément de Syriens qui ont fui. Ils n'ont pas fui parce qu'ils avaient qu'une envie, c'était de venir vivre en Europe. Ils ont fui parce qu'ils ne pouvaient plus vivre en Syrie. Mais ils n'ont qu'une envie, c'est d'y retourner. Donc tout dépendra aussi de l'attitude de ce nouveau régime qui dit qu'en fait, il est modéré. Alors, mais ce qui est surprenant, c'est que le débat arrive très très vite. Il ne s'est pas encore vraiment annoncé sous son vrai visage, et tout de suite. Et puis tout arrive très vite. Tout de suite, on parle retour des réfugiés. Normalement, il faudrait quand même un petit peu attendre qu'elle ait de savoir un petit peu ce que ce régime va donner avant de mettre la question sur la table. Et là, tout de suite, on ouvre le sujet. Et c'est toujours la question de quels réfugiés, parce que en fait, ce qui se passe en Syrie, il y a plusieurs guerres dans la guerre, il y a plusieurs types de conflits. Si je prends juste la question des chrétiens en Syrie, moi je vois nos amis syriens qui vivent en France réfugiés nous disent que leur famille qui reste là est extrêmement inquiète, mais que ils ne peuvent pas devenir réfugiés pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ne peuvent pas quitter le pays. Donc déjà, accepter que des gens viennent, c'est déjà, il faudrait qu'ils puissent quitter leur pays. Et la seconde chose, c'est que les chrétiens qui sont en Syrie aujourd'hui sont des chrétiens qui ne sont plus en capacité financière de quitter la Syrie. Donc voilà, rien que déjà ce tout petit point, et où les chrétiens sont ultra minoritaires aujourd'hui en Syrie, montre à quel point la question des réfugiés qu'il faudrait accueillir est extrêmement complexe. Oui. Stéphane Vernet. Non, et puis vous avez le nouvel homme fort du pays. Donc son mouvement était affilié à l'État islamique, à Daesh jusqu'en 2012, si je me souviens bien. Ensuite, il a rompu avec Daesh pour s'acoquiner avec Al-Qaïda. Nouvelle rupture en 2016. Donc voilà, en disant. Donc je pense qu'on a affaire aussi à quelqu'un de très subtil entre guillemets, qui a vraiment la volonté qui a vraiment eu la volonté de prendre le pouvoir et qui a noué des alliances
efficace, puisqu'il y est arrivé. Et des alliances avec d'autres... avec des démocrates, avec des gens qui voulaient renverser le régime de Bachar el-Assad. Après, la question, c'est est-ce qu'il a vraiment changé ? Ce qu'il a montré sur le terrain jusqu'à maintenant, en fait, depuis 2016, va plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il n'a pas renouvelé dans les zones qui étaient sous son contrôle les persécutions, les exactions, les massacres auxquels on a pu assister du temps de Daesh ou d'Al-Qaïda, etc. Donc il a autour de j'arrive pas à le dire. Idlib. Merci, Idlib. Il a réussi à créer une espèce de pseudo-protectorat, je sais pas comment dire, mais avec le dernier grand bastion rebelle. Oui, mais avec une ébauche de gouvernement, etc. et une façon d'exercer le pouvoir qui était de fait plutôt modérée. Il dit qu'il l'est. Il a demandé à ce qu'il n'y ait pas de massacre ou à ce que les choses soient contenues, même s'il y a une chasse aux tortionnaires du régime, qu'on peut quelque part comprendre entre guillemets, mais si elle reste limitée, voilà. Après, est-ce que ça va durer ou pas ? Je ne sais pas, parce qu'il y a 2 précédents. Les signes qui montrent laissent plutôt penser que effectivement il peut y avoir confiance, il peut se passer quelque chose. Pour moi, il y a 2 précédents. Il y a toute la période révolution iranienne, je remonte un peu à loin, mais où vous aviez une coalition qui s'était faite entre les démocrates, notamment les communistes, et les islamistes, et sur le mode l'ennemi de mes ennemis est mon ami. Et il y avait cette espèce de croyance qu'en fait, une fois que le régime du Shah serait renversé, en fait, tout le monde allait pouvoir s'entendre et que la raison l'emporterait. Et en fait, vous avez les ayatollahs qui ont complètement dévoré leurs alliés, entre guillemets, qui ont persécuté les communistes, etc., qui ont exécuté, qui ont mis la main sur le régime de manière très dure, alors qu'il y avait cette espèce de croyance qu'ils allaient pouvoir s'entendre. Donc ça, c'est un précédent. Et l'autre précédent, c'est les talibans. Les talibans modérés, entre guillemets. Souvenez-vous, quand les Américains sont partis d'Afghanistan, on nous a expliqué qu'en fait, les talibans avaient changé, qui serait modéré. Vous avez vu ce qui se passe en Afghanistan aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est rendu sur notamment la persécution des femmes, etc. Donc voilà. Donc on pourrait ajouter la Libye même. Il y a peut-être d'autres exemples, mais voilà. Donc la question c'est est-ce que ça va durer ? Il a quand même fait quelques gestes qui sont intéressants quand même pour. Peut-être que ce n'est pas un islamiste djihadiste, plutôt un islamiste nationaliste syrien. Et la Syrie, dans l'imaginaire de la conquête, a un rôle très particulier. Et c'est pas anodin quand il fait son premier discours dans la mosquée des Omeyyades, un peu en écho au discours d'al-Baghdadi dans la mosquée de Mossoul. Il y a quand même quelques gestes de ce point de vue-là à voir. Et puis, je pense qu'il ne faut pas que nous soyons naïfs. La victoire de cet homme-là, même si par exemple à Alep il y a de l'électricité beaucoup mieux du temps du Bachar. La chute d'Alep a permis d'avoir de l'électricité. Voilà, donc la vie quotidienne peut peut-être s'améliorer, les exactions, l'hyperviolence du régime peut-être ne devrait pas revenir, mais il y a quand même, je sais plus ce que je voulais dire. Comme toujours. Non, mais deux interrogations. Écoutez, Clotilde. Non, si je sais. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un signal fort qui est envoyé aux autres djihadistes. C'est la victoire après l'échec de Daesh et la défaite de Daesh. C'est qui pourrait susciter des envies et des retours de flamme. Il faut avancer différemment, de manière peut-être un petit peu plus subtile. Mais en tout cas, pour le discours à la mosquée des Omeyyades, ça a été interprété ce matin par l'un de nos invités comme étant plutôt un signe pas forcément très encourageant, dans la mesure où il aurait pu prendre la parole. Il aurait pu prendre la parole au palais présidentiel, par exemple. Non. Philippe Gély, dans son éditorial du Figaro ce matin, dit: pour la première fois depuis un demi-siècle, les Syriens ont le droit de rêver, mais nous sommes au Moyen-Orient et les choses peuvent toujours s'empirer. Clotilde Brossolet. Moi, je suis très attentive et je suis peu optimiste. C'est toujours très intriguant, je trouve, dans l'esprit occidental de se dire mais pourquoi ces populations se pensent-elles à travers des factions religieuses perpétuellement, et finalement on ne sort pas d'une forme de violence politique qui s'ordonne autour systématiquement d'une vision de la religion. Voilà. C'est très difficile. On est sorti d'une ère, là on le disait aussi ce matin, c'est-à-dire l'ère de la modernisation des pays arabes qui s'est arrêtée. Vous l'avez dit, vous avez cité justement le Shah précisément, et puis le retour le coup d'État, la prise en main par l'ayatollah Khomeini, qui a marqué un coup d'arrêt aussi à des régimes peut-être autoritaires, mais qui emmenait d'une certaine façon ces sociétés-là vers une forme de laïcité et de modernisation. Et ça, on semble vraiment un peu interdit à l'idée que c'est une page qui est tournée.
Voilà. Moi, je ne sais pas répondre à votre question, en fait. Pourquoi, comment, etc. Je pense que voilà, peut-être qu'on se dit, tiens, alors pourquoi est-ce qu'il reste attaché aussi aux faits religieux? Ça nous renvoie peut-être, nous, au fait que nous on s'est complètement sécularisé. Enfin, je veux dire, on vit dans des sociétés où le fait religieux pourquoi les extrémistes énormément gagnent, en fait reculé. Pourquoi les extrémistes gagnent? J'en sais rien. Je ne peux pas répondre à cette question. Un tout petit élément de réflexion, pas de réponse. Pas de vraiment, je vais être prudente. C'est quand on regarde la question du nationalisme arabe. Les nationalismes arabes pourraient être un outil justement pour sortir du fait religieux. En fait, ils n'y parviennent que par la force. Ils l'ont été. Pareil, voilà. Mais par la force quand même. Et enfin, moi qui suis une fan de l'Iran, le régime iranien sous le Shah est pas le régime le plus démocratique quand même qui soit. Non, mais bien sûr. Donc de toute façon. Alors que l'Iran est un des pays d'une grande culture, d'une culture extrêmement subtile. Ce sont ces paradoxes qu'on a du mal à comprendre. Ouais. Non, ce qui est intéressant, c'est plutôt le cas de la Turquie, qui a quand même dans l'histoire un pays extrêmement laïque, etc. Mustafa Kemal Atatürk, dont le nationalisme s'est construit autour de ces textes-là, et qui avec Erdogan a complètement reculé. En fait. Voilà, donc, mais Erdogan a aussi évolué. Il y a des personnes, c'est lié aux évolutions personnelles, des intérêts personnels. Personnels, oui. Il y a cette dimension-là aussi, oui, bien sûr. En fait, c'est pourquoi ces pays se réislamisent. Voilà. Ce pays qui ont pu à un moment se retrouver dans une situation où le pluralisme aurait pu avoir une place, pourquoi se réislamisent-ils? C'est une bonne question, mais alors moi je suis pas qualifié, je suis incapable de répondre à cette question. Posons juste la question. Chaque pays a aussi des raisons différentes. Enfin, si on regarde l'Afghanistan et la Turquie, qu'est-ce qui a de comparable? D'un côté, il y a une question avec un pays qui est extrêmement, avec des régions très enclavées, donc la difficulté d'une unification, un problème aussi d'éducation. Donc voilà, et la Turquie, ce qui est complètement différent. Eh bien, on pourra continuer à poser la question. Vous pouvez aussi la poser par mail. Vos questions, vos réponses, direct@radionotre-dame.com. On passe à Notre-Dame de Paris quand même? Bien sûr. Allez, on est dans l'octave. Allez, petit à petit, on en parle de moins en moins longtemps, mais on continue d'en parler à peu près tous les matins. Mais que c'était beau aussi ce week-end à Notre-Dame. Donc on va essayer d'en profiter un petit peu tout au long de cette semaine, posant la question de manière un petit peu politique, puisque là, on se dit Emmanuel Macron est dans une phase difficile de trouver une issue à l'exécutif. Le gouvernement, le Premier ministre, tout cela, c'est beaucoup d'interrogations. Il sort en tout cas d'une phase diplomatique intense et puis d'une phase aussi de protocole et de visibilité internationale qui mérite peut-être aussi qu'on s'y arrête un petit peu de savoir comment ce week-end peut être interprété. Stéphane Vernet et Clotilde Brossolet. Clotilde. Quelle est la question exacte? La question, c'est que quand même la France a pu faire la démonstration qu'elle pouvait être au centre du jeu et qu'Emmanuel Macron pouvait, entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, se retrouver avec une certaine aisance comme étant un trait d'union. Ça, c'est déjà pas mal, non? Non, mais c'est sûr que cette image de Donald Trump avec Zelensky à l'Élysée est une belle image. Et on peut se dire que la France a rejoué une petite part de sa carte diplomatique ce week-end. La présence d'Emmanuel Macron à Notre-Dame, moi j'ai trouvé extrêmement intéressante, digne, et franchement ça fait pas de mal, hein. C'est comme les JO, hein. Voilà, j'avais fait mon mea culpa sur les JO à ce micro, voilà. Mais comme nous sommes dans une société de l'hyper-médiatisation, du tweet et de l'immédiateté, et ben la parenthèse est vite refermée, puisque il nous faut un gouvernement et il y a de quoi nourrir les commentateurs et tous les plateaux télé d'information continue avec un nouveau sujet. C'est peut-être que dans une société moins médiatique, on aurait parlé un peu plus longtemps de Notre-Dame. Un mot sur son discours, peut-être, quand même, au sein de la cathédrale. Alors, il devait être sur le parvis à un moment. Finalement, il était dedans à cause des conditions météo. Mais ça a été un discours étonnant. Il a parlé du vœu Louis XIII. Qui se rappelle d'ailleurs du vœu Louis XIII? On ne sait pas très bien. Il a parlé de Napoléon. Mon fils qui m'a dit, ouais, quand même, il a de la culture, cet homme. Non, Ou une bonne plume. Et pour une bonne plume. Je ne vais pas critiquer Emmanuel Macron. J'ai trouvé que son discours était exceptionnel. Bon, c'est toujours pareil avec les hommes politiques. Est-ce qu'ils le pensent vraiment? Est-ce qu'ils sont capables d'incarner leur discours? Est-ce que c'est lui qui a écrit son discours? Voilà. Mais il le dit. Et je vous sens acide, Stéphane Vernet. Mais moi j'ai été ému par le discours d'Emmanuel Macron. Et c'est rare que je fasse des compliments à notre président. Est-ce qu'il vous a ému ce discours, Stéphane Vernet? Non, le discours est très bien. La question n'est pas là. C'est que j'aimerais revenir sur ce qui a été dit précédemment. C'est que il y avait une promesse, c'était de dire on va reconstruire Notre-Dame à l'identique pour les JO, etc. On est en 2024, l'année des JO. En fait, la promesse a été tenue quelque part, d'accord. Même si Notre-Dame n'a pas été inaugurée avant les JO, mais après, n'empêche que l'engagement est tenu. L'engagement d'Emmanuel Macron, c'était en 5 ans. Il n'avait pas mentionné les JO. C'est une prouesse. Officiellement. C'est une prouesse. Officiellement, non. C'est une prouesse. C'est énorme.
le monde entier nous regarde. Je trouve que, enfin, voilà, ça fait du bien de se dire que dans l'océan de difficultés qui est le nôtre aujourd'hui, on arrive à réussir des choses collectivement. Sans c'est argent super. public, mais on y arrive. Mais je retiens ce que vous avez dit sur l'immédiateté. Et effectivement, on vit dans un monde où une info chasse l'autre dans la minute. On a tous une mémoire de poisson rouge. On vit au rythme des réseaux sociaux, tout est découpé en petites vidéos qui se succèdent. Et en fait, le bénéfice politique de cette prouesse, il est déjà effacé. C'est-à-dire que l'info du week-end, c'est pas la réouverture de Notre-Dame, c'est la chute du régime de Bachar al-Assad. C'est sûr. Et comme les JO c'était formidable. Mais quand on se reparle des JO là aujourd'hui, au 10 décembre, on a l'impression que c'était il y a 15 ans. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Le train de l'immédiateté, de l'urgence, fait qu'en fait, pour répondre à votre question initiale sur les bénéfices politiques et l'intérêt de tout ça, je pense que c'est consommé dans l'instant. Et alors justement, je trouve que c'est intéressant ce que vous dites vraiment, Stéphane Vernet, parce que le fait d'être consommé dans l'instant, on a beau écouter de beaux discours, nous, on a pu s'agripper quelque peu, essayer de retenir le temps et de faire résonner ce discours, voire de méditer sur ces paroles. Nous l'avons fait dans nos éditions spéciales. Mais on n'a pas du tout l'impression que, finalement, les autres médias en vivent. C'est-à-dire, ça passe en direct, point. Et on passe à autre chose. C'est à se demander pourquoi, finalement, il s'est donné la peine d'écrire quelque chose de cette nature-là, dans la mesure où les médias, en tout cas, sont sur un autre mode. Enfin, je l'ai ressenti comme ça. Je ne sais pas si c'est... On va quand même pas déplorer le fait qu'on prenne encore le temps d'écrire quelques discours un peu puissants. Non, mais on se demande justement... S'il vous plaît, Louis. Le fait de dire qu'il n'est pas capitalisé, dessus, c'est le signe qu'en fait, aujourd'hui, ce discours, plus personne n'en parle aujourd'hui. Et pourtant, Emmanuel Macron se veut le maître des horloges. Donc, s'il en est un qui veut maîtriser le temps, il y a la parole. Il a même été maître de la météo sur ce week-end, puisque ça lui a permis de parler dans Notre-Dame. Voilà. Mais est-ce qu'il arrive encore à être le maître des horloges qu'il souhaite être? Stéphane Vernet, on a vu que pour la nomination de Michel Barnier, il a attendu des semaines et des semaines pour nommer un Premier ministre. Là, c'est lui qui a tout entre ses mains. Et moi, est-ce que lui, il arrive encore, même lui, à être le maître des horloges? Dans les faits, il n'a plus rien dans les mains. Voilà. Moi, je suis assez d'accord. En fait, le pouvoir, il s'est complètement déplacé. Enfin, il y a une obsession autour d'Emmanuel Macron. On le voit. En fait, il y a un taux de détestation qui est très élevé. Il y a une passion française qui consiste à désigner des boucs émissaires, trouver des coupables. On a besoin de mettre des têtes au bout des pics, quoi. C'est dans notre culture aussi. Ça ne sert à rien. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, Emmanuel Macron, c'est plus le problème. C'est plus la question. De toute façon, il ne pourra pas se représenter en 2027. Et le pouvoir, il peut démissionner encore. Mais est-ce que le chaos l'arrange? Est-ce que finalement, c'est pas une politique, une situation qui permet aussi de régner? Moi, je pense qu'il a voulu l'éviter et qu'il s'est planté. Voilà. Je pense, si vous voulez, qu'au départ de l'action, tout le monde se dit, quand il dit la dissolution n'a pas été comprise. Moi, je pense qu'avec un peu de recul aujourd'hui, si vous voulez, je pense qu'il savait très bien que la situation financière et budgétaire du pays était extrêmement mauvaise et que les choses allaient coincer. Il avait parfaitement conscience qu'il y aurait une censure du gouvernement pendant la phase budgétaire, et précisément, il voulait éviter que la France n'ait pas de budget de fin d'année, parce que je pense qu'il avait parfaitement en tête toutes les conséquences potentielles en termes de finances, d'économie, de dégâts sociaux, etc. Et donc, quand il annonce la dissolution à la surprise générale, commencez par moi j'étais persuadé qu'il n'y aurait pas de dissolution de l'Assemblée le soir des Européennes. Je suis tombé de ma chaise comme beaucoup. Je pense que son calcul était là, c'est-à-dire on va se doter d'un nouveau gouvernement et on va trouver un moyen pour ne pas avoir de censure du budget. Je pense que c'était vraiment son objectif premier. Et son échec, il est là. Il n'est pas dans la dissolution. Il est dans le choix qu'il a fait de Michel Barnier et le coup de jarnac que lui a fait le Rassemblement national. Donc voilà, il a cherché à pactiser avec le Rassemblement national pour assurer ses arrières et atteindre ses objectifs, et il s'est fait avoir. Donc là, son échec est là, mais j'ai envie de vous dire, c'est tout. Je veux dire, pour la suite, le pouvoir, il est aujourd'hui, il est au Parlement, et il va être au Parlement de manière durable. C'est plus lui qui fait le jeu. Et dans le gouvernement Michel Barnier, c'était Emmanuel Macron présidait et Michel Barnier gouvernait. Enfin voilà, c'était le Premier ministre, et le prochain Premier ministre, si c'est un Premier ministre de transition pour 10 mois, la question se posera pas. Mais le suivant, en fait, je pense que c'est là que le pouvoir sera, plus à l'Élysée, à Matignon. Donc, on n'a pas parlé de François Bayrou.
Il y a une chose qui s'appelle le Matou revient, il est toujours vivant. Moi, je trouve que ça lui va très bien. François Bayrou, on a toujours l'impression que c'est la fin de sa carrière politique et il revient toujours. C'est l'ancien monde. C'est peut-être son heure est peut-être venue. Depuis le temps que son heure devrait advenir. Stéphane Vernet. Je sais pas. Moi, je pense que dans une synthèse, un compromis, c'est-à-dire un gouvernement qui aurait une espèce d'alliance entre tout le monde et dont un des enjeux serait de parvenir à une réforme sur la proportionnelle. François Bayrou, il est parfait. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la gauche, le PS, les écologistes et les communistes disent « Ok, nous, on veut bien être dans une logique on veut bien passer un accord à la condition expresse que ce soit un Premier ministre de gauche, donc pas François Bayrou. Bayrou, ça ne peut pas passer. N'est pas compatible. Je crois quand même qu'on a vu dans ces derniers mois, tous les noms qui sont évoqués ne sont pas ceux qui sont choisis. Oui, ça c'est très donc, vrai. Bayrou, et de ce point de vue-là, François Bayrou, son nom est usé. C'est comme les papabilés, finalement. Comme quoi ? C'est comme les papabilés. C'est toujours ceux dont on parle qui ne Ils sont un peu en conclave cet après-midi d'ailleurs. Et puis il y a un autre problème sur François Bayrou, c'est qu'il n'a pas renoncé à devenir président de la République en 2027. Et ça, vous avez on est dans une situation politique. Oui, parce qu'on est dans une situation politique qui est complètement gangrénée, qui est pourrie par le fait que vous avez beaucoup trop de gens qui veulent devenir président de la République. Et donc tout le monde se tire la bourre, y compris entre alliés supposés. Et donc je pense qu'il y a plein de gens qui vont savonner la planche qui vont tout faire pour savonner la planche de François Bayrou, y compris des gens de son propre camp. Les heures et les malheurs de la vie politique. Est-ce que vous avez un nom ? Vous vous avez dit tout à l'heure, Stéphane Vernet, qu'il ne fallait pas s'interroger sur mais qui peut bien réussir à faire... qui peut être le mouton à 5 pattes ? Je vous dis, moi, par rapport à l'objectif, François Bayrou serait pas mal, mais si la ligne rouge et si le point dans lequel le PS, les écologistes et les communistes ne dériveront pas, et on veut quelqu'un de gauche, faut que ce soit ça peut être quelqu'un de la société civile. On avait mentionné Jean-Dominique Sénard au moment où Michel Barnier a finalement été nommé Premier ministre. Lui, il serait peut-être... Tout est possible. Après, il faut quelqu'un qui veuille bien y aller aussi. Ouais, je sens qu'on va encore en parler. Encore une fois, la vraie question, c'est pour faire quoi ? Donc le qui importe. Il y a beaucoup de coups à prendre quand même. Beaucoup de coups à prendre. En tout cas, vous n'en avez pas pris ce matin, mais il y a eu un débat de qualité. Grâce à vous deux, Clotilde Brossolet, éditrice et essayiste, Stéphane Vernet, directeur de la rédaction de Paris du quotidien Ouest France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans le débat du jour. Merci beaucoup Louis Dauphren. Un grand merci à Pierre-Henri Paget ce matin. Depuis 6h30, il réalisait encore magnifiquement ce matin cette matinale.